Mais alors, vous savez qu'on fait rien de mal, là. Bloquer une centrale, même à charbon, c'est illégal. C'est illégal, mais légitime. On vous prépare à un avenir soutenable. Moi, j'ai l'impression que je suis réveillé et que tout le monde dort. Tu fais chier, Fred! Je suis sur le campus de l'effondrement. Elle nous a trahis, Frédéric. Elle a un téléphone portable. Mais non, c'est pas une secte. L'effondrement, c'est maintenant. Comment il va ton amoureux? Je l'ai mis en garde à vue. Valentin est en garde à vue. Je vais finir par croire qu'il se passe un truc entre nous, hein. Jetez-leur des légumes de saison. Désolé, je me dépêche, hein, je sais alors. Ding. Oh, doucement le vélo là! Arrêtez-la. Elle veut nous empêcher d'éviter les 2 degrés de réchauffement. Moi, si je sors, je recommence. Eh ben, je vous réarrêterai. Et la lumière, là, dans le couloir, elle éclaire l'absence de qui? Nous, on s'était commandé des burgers, tu vois. On en avait pris un en plus, bah on a décidé qu'on le mange pas. Allez, tu jettes. Les nuancés, les engagés, les militants, les activistes, les réfractaires et même les têtes de con. On a besoin de composer avec tout le monde. Hey coucou, c'est Cédric, votre podcasteur préféré. Vous êtes toujours sur la saison 2 des Théâtreux. Merci beaucoup d'être là parmi nous. C'est toujours très agréable vos retours et merci encore. Aujourd'hui, c'est l'épisode 4. Et oui, déjà, nous sommes le 16 février. Mais évidemment, comme vous le savez, dans la réalité, nous ne sommes pas le 16 février, nous sommes presque fin octobre 2025. Et oui, j'ai pris un petit peu d'avance avant mes vacances. Je suis avec un comédien, auteur, metteur en scène, improvisateur, pédagogue. Et oui, il a tellement de casquettes, ce charmant monsieur. Il va nous expliquer ces différentes casquettes et notamment, on va appuyer un petit peu plus sur le métier d'improvisateur parce que c'est quelque chose qui est inédit pour les théâtreux. Il gère la compagnie impro qui s'appelle E. Ouais, je la gère pas, mais j'en fais partie. Tu en fais partie. Ouais. EUX comme théâtreux, donc un point Parfait. commun déjà. Tu vois, on était fait pour incroyable, incroyable. C'est aussi une école d'improvisation qui s'appelle les Impronautes. Ouais. Voilà, donc j'ai tellement de questions à te poser. Bienvenue à toi, Julien Kirsch. Ouais, merci Cédric. D'ailleurs, bravo pour cette intro parce que les gens pourraient croire que tout est écrit tellement tu le fais avec brio alors que c'était de l'impro. Mais c'est fou. Donc toi aussi t'es un improvisateur, c'est ça qui est dingue. Bon, alors, j'ai pas de mérite parce que j'ai mon petit carnet avec moi, parce que je suis complètement transparent avec les gens qui nous écoutent. Mais évidemment, voilà, c'est vrai que j'avais hâte de te rencontrer parce que quand j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur toi, sur ce que tu as fait, sur notamment les mises en scène que tu as pu faire, j'ai vu des spectacles qui m'ont forcément interpellé. Je pense notamment à une reprise de Il s'aime par exemple. Ouais. Pour moi, c'est une grosse ref théâtrale. Ouais, voilà. je comprends, ouais. Donc voilà, on en parlait en off, mais évidemment, j'avais déjà vu l'affiche, l'une des affiches d'un spectacle d'impro qui s'appelle Pilote, évidemment, puisque pour les gens qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, vous verrez très vite parce que je vais diffuser l'affiche très bientôt, et tous les autres spectacles s'appellent donc Pilote. C'est un spectacle d'improvisation et dont la typo rappelle Friends, et pour ceux qui me connaissent très bien, parce qu'il y a quand même certaines personnes qui me connaissent un petit peu. J'espère. C'est vrai j'en ai très rarement parlé dans ce podcast. C'est le podcast où tu te dévoiles en fait aujourd'hui. Eh ben, oui, en fait, oui et non. Alors, c'est très drôle que tu dises ça parce qu'en fait, un épisode qui n'est pas encore diffusé au moment où je te parle, mais qui a déjà été enregistré. En fait, je me suis confié au micro des théâtreux. J'ai inversé les rôles avec une de mes invitées. Et du coup, c'est un épisode qui va être diffusé en 2 parties, qui est déjà diffusé au moment où vous écoutez cet épisode, parce que c'est l'épisode de Noël et du Nouvel An, et du coup, c'est sur moi. Voilà. Joyeux Noël, quoi. Joyeux Noël, okay. Joyeux Noël, Félix. Et du coup, c'est vrai que j'en ai pas parlé de cette histoire de Friends dans cet épisode inédit, mais c'est vrai que je suis du coup le community manager du fan club français de Friends. C'est trop bien. Donc c'est pour ça qu'on va t'inviter à voir Pilote, qui est un spectacle improvisé, qui en fait, et c'est pour ça que ça s'appelle Pilote, c'est
Alors moi, je ne joue pas dans Pilote en l'occurrence, Ouais. mais je pourrais te parler de la genèse tout à l'heure si ça t'intéresse. Mais Pilote, c'est un spectacle de la compagnie d'improvisation Mhm. et c'est l'épisode pilote d'une sitcom improvisée qui ne sera jamais tournée. C'est génial. Voilà. Et donc Ouais. à chaque fois, il y a un nouveau pilote d'une nouvelle sitcom Ouais. chaque soir. Donc là, ça se joue une fois par semaine actuellement en Mhm. métropole. Ouais. Et donc c'est génial parce qu'effectivement, ça reprend tous les codes des sitcoms, dont évidemment Friends, How I sûr. Met Your Mother et tout. Et en fait, celui qui a créé ce spectacle, il a créé des archétypes de personnages qu'on retrouve dans les sitcoms. Ouais. Enfin, il les a pas créés, mais il les a repris de bouquins qu'il a étudiés sur la comédie, etc. Mhm. Et il en a fait un modèle adaptable pour l'impro, et c'est pour ça que ça cartonne. Oh là là, c'est incroyable. Et ouais, faut que tu viennes. Donc on Mais t'invitera. j'ai vraiment hâte parce que avant même qu'on soit en contact, j'avais déjà vu cette affiche qui m'a forcément interpellé parce que la typo, elle me parle direct. Ben oui. Les couleurs, etc., ça me parle aussi. C'est une affiche qui marque. Ouais, c'est une affiche de Jean-Marc Guillaume qui est tout à droite là et qui joue aussi dans Une année de réchauffement, le spectacle que j'ai écrit Trop pour la bien. compagnie et qui joue aussi dans le spectacle. Alors, on va Génial. expliquer un petit peu où est-ce qu'on est exactement. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces locaux qui sont juste incroyables, Mais ouais. en plein cœur de Paris? Actuellement, tu es assis sur un magnifique canapé, un peu pété, mais c'est sympa de pas l'avoir remarqué. Qui n'est Donc, pas on est- orange, malheureusement. Non, qui est pas orange, mais on fait pas non plus de tout par rapport à Friends non plus, tu vois. Il faut qu'on ait un peu notre espace de liberté. Tout à fait. Il est rouge donc, théâtre. Il est rouge théâtre, voilà. Comme Voilà. les fameuses comédies de café-théâtre qu'on voyait beaucoup. Il y a ouverture de rideau, premier truc que tu vois, un canapé rouge. Ouais, c'est vrai. C'est bon, t'es rassuré, t'as ton code. Donc ici, on est donc pas loin de Gare de l'Est, donc dans les locaux de la compagnie, qui sont des locaux un peu polymorphes, parce que c'est là donc où on travaille sur les spectacles. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu as rencontré Sarah qui était en train de faire un teaser donc, Tout à fait. d'une année de réchauffement. Donc, on Mhm. fait ça. Et surtout, principalement ici, donc, on gère l'artistique de la compagnie, on crée des spectacles, on répète ici et tout, parce qu'il y a des salles où on peut faire ça. Ouais. Et c'est aussi une école d'improvisation qui s'appelle les Impronautes. Ouais. Et donc, dans les Impronautes, il y a des cours du soir pour des gens qui sont amateurs, dans le sens où ils sont pas comédiens professionnels. Ils peuvent être excellents, hein, ça n'a rien à voir avec leur niveau de jeu. Mais ce n'est pas leur métier principal et ils viennent, ils ont envie de faire de l'impro à titre loisir ou pour monter des spectacles et ils viennent apprendre l'impro selon notre manière de faire ici. Mhm. Et il y a aussi des comédiens pros, puisqu'il y a aussi des impronautes pros. Et eux, c'est des artistes pros. Donc, c'est pas forcément des comédiens pros, ça peut être des chanteurs, des auteurs, de n'importe qui, mais qui est disponible en journée, ce qui n'est pas le cas des impros amateurs en général, sûr, puisqu'ils bien bossent la journée. Évidemment. Je leur souhaite en tout cas. Et du coup, voilà, donc c'est une école aussi d'impro. Et puis, on fait aussi plein d'autres trucs. C'est aussi on loue les locaux pour des amis qui veulent venir répéter. Ici, j'ai co-créé aussi un collectif d'acteurs. Par exemple, on rencontre des directeurs de casting ici. Enfin, c'est des locaux vraiment polymorphes. Et aussi, comme on a tous un peu un pied dans le monde de l'entreprise, qu'on donne des formations à base d'impro ou pas d'ailleurs et tout, il y a aussi des fois des gens de l'entreprise qui viennent ici et on leur fait des ateliers ou des formations. Ah ouais, c'est quand même très 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 complet quand même. Donc Ah ouais. Après, on peut faire. Il y a macramé aussi le dimanche matin. Ouais. c'est vrai. On fait on fait ça super bien. On a tout. Franchement, voilà. Et on enfile des perles quand on s'ennuie. Et on fait Sans même mauvais que jeu des de mots. fois, mais ça c'est entre nous pour le coup. On aime bien ici. Il y a beaucoup de gens qui adorent faire des jeux au sens large. Ouais. Donc ici, on organise des fois des journées jeux, machin quoi. Ou des fois, on fait en bas, tu vois, on peut diffuser. On fait des ciné-clubs. Ah, c'est On met sympa. des films. Voilà. Trop bien. Ouais, c'est trop cool. Ah, franchement, c'est trop bien. Mais alors, comment est venue cette idée de créer cet endroit En fait, la atypique compagnie, depuis très longtemps, d'ailleurs, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, je connais, c'est un peu une première de parler du monde de l'impro. Ouais. Mais c'est normal parce que le monde de l'impro, déjà, ce métier fonctionne par famille. T'as le théâtre, t'as le cinéma. Dans le théâtre, t'as le privé, t'as le public. Après, si je fais encore des sous-catégories, t'as ceux qui font de la comédie, ceux qui font pas de la comédie. Voilà, bref. Et t'as encore une niche à côté qui s'appelle l'impro. Mais par contre, l'impro, c'est une niche très active de gens hyper actifs. Donc, en fait, la compagnie existe depuis 20 ans à peu près. Donc, moi, j'étais pas du tout là au début de la compagnie, hein. Okay. Mais je connais son histoire un petit peu. Et très rapidement, les gens, en voyant les spectacles de la compagnie, eux, ils avaient envie de, mais comment vous faites? C'est incroyable, on veut se former, machin. Donc, très rapidement, les gens de la compagnie ont créé une école. Okay. Et donc, pourquoi il y a ces locaux? C'est parce qu'au début, il fallait recevoir des élèves. Donc, ils louaient des salles à gauche, à droite et tout. Puis, ça coûte cher, finalement, et tout. Puis, quand tu fais tout bout à bout, que tu vois le nombre de salles que tu loues dans l'année et que tu commences à voir qu'un loyer, le prix d'un loyer, c'est X. Et qu'en plus, une fois que tu as la salle, tu peux faire d'autres choses.
une fois que tu as tes locaux, tu peux déjà faire peut-être plus de cours, puis recevoir des gens, enfin tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Bien sûr. Tu prends le pari d'essayer d'avoir tes locaux en fait. Ouais. Et du coup, tu as un toit sur ta tête, et puis après, tu peux développer plein d'autres projets, comme du coup des pièces écrites qu'on a développées ici. Enfin, voilà. Ouais. Donc Et voilà. du coup, c'est une compagnie qui existe depuis combien de temps? Donc la compagnie je te dis en gros, ça existe. Je crois que j'ai un doute entre 2005 et 2006, mais en tout cas, ça, on va dire, elle a une petite vingtaine d'années. Ouais, c'est pas mal déjà. Et les locaux ici, alors je dis moi, c'est pas moi qui les ai payés, mais bon, moi j'ai fait un peu de travaux quand même ici. Je suis loin d'être T'as payé ta personne, on va dire. Voilà. Moi je paye toujours de ma personne. C'est ma caractéristique principale. Il me semble que les locaux c'était 2021, mais j'ai peut-être un doute, c'est peut-être 2022. Mais en tout cas, voilà, les locaux, ils ont 3-4 ans max. Ok, sympa, franchement. Et un des spectacles phares donc on a parlé de Pilote, qui est un spectacle qui s'est lancé il y a 3 ans à peu près. Mais tu vois, il y a un spectacle comme Bio, dont tu vois l'affiche en haut là, qui s'est joué une bonne dizaine d'années, je me demande si c'est pas 12 ou 13 ans, qui a eu plus de 100 000 spectateurs, qui s'est terminé au Palais des Glaces, magnifique. qui a joué au Trévise aussi, qui a joué à la Comédie de Paris, enfin voilà. Et les affiches sont quand même assez belles. Je sais pas qui est votre graphiste. C'est Jean-Marc Guillaume. C'est lui à chaque fois qui... Toujours Jean-Marc Guillaume. Donc tu vois, il est à droite, il est à droite là aussi. Sur la fiche de Bio, il est à gauche par contre, tu vois, parce qu'il veut pas être classé politiquement, donc il se met un peu partout. Donc Jean-Marc Guillaume, Jean-Marc Guillaume, tu vois, d'ailleurs c'est ça qui est marrant avec les profils des improvisateurs, c'est drôle. Et qui est un peu mon profil aussi, c'est que alors c'est pas une règle, mais t'as souvent des gens qui touchent à tout. Ouais. Il y a des gens qui viennent du théâtre. Donc Jean-Marc par exemple, il s'est formé à plein de choses au clown, et à la base il est graphiste, il a fait l'école Boulle, je crois, il me semble. Moi, j'ai pas envie de dire une connerie, Jean-Marc, si j'ai dit une connerie, excuse-moi, mais il me semble bien que c'est ça. Il a travaillé, tu vois, dans le marketing, dans la com, enfin, voilà, il y a plein de gens qui ont des profils. En tout cas, il est très doué, ses affiches sont percutantes. Et oui, et c'est un excellent comédien en plus. Tu vois, comme quoi ça gâche rien, et un énorme improvisateur. Eh ben oui. Voilà. Alors, on va revenir à toi, parce que c'est toi qui m'intéresse surtout, évidemment. Qui est Julien Kirsch? Alors, tu vas nous expliquer un petit peu d'où tu viens, par quel métier tu as commencé, quelle est ta formation, parce qu'on dit qu'à l'origine tu es comédien. Et juste, voilà. Et c'est faux. Explique-moi un petit peu. Parce qu'à l'origine, moi j'ai un master. Alors oui. Tu vois, c'est ça. Quand je te dis qu'il y a des gens qui touchent à tout, moi, j'ai aucune prédestination à être dans un métier artistique. Donc, t'as pas vécu dans une famille artistique? Pas du tout. J'ai un grand-père qui était violoniste, mais je crois j'ai même pas vu un violon chez lui, parce que je crois qu'il a arrêté de faire du violon. Il a complètement lâché la rampe. D'accord. Enfin, il a jamais, en tout cas, joué. Je l'ai jamais entendu faire une note de musique, mais je sais, voilà. Et je l'ai pas beaucoup connu, ce grand-père-là. Donc, je viens pas du tout d'une famille d'artistes. Moi, j'étais plutôt bon à l'école, donc en plus j'ai fait des études assez longues. T'es parisien ou je suis de Paris. Okay. Et j'ai fait toutes mes études à Paris. J'ai eu ce qui s'appelle maintenant un master, mais comme je suis vieux à l'époque, ça s'appelait un DESS, tu vois, donc pour te dire à quel point. On n'a pas donné ton âge parce que c'est vrai que je l'ai pas demandé. Ouais. Je sais pas si tu veux le savoir. Ah bah il y a aucun tabou ici, Cédric. Si tu veux, mais je prends là. Bien sûr. Donc moi, je vais avoir 46 ans. Ah ouais? Tu les fais tellement je vois pas. Un étonnement sur ton visage. Alors, on est de la même génération. Moi, j'ai 45 ans. Ouais. Tu les fais vraiment pas. Je te jure. Et je fais à peine 18. Oh ouais. Non mais en tout cas, je pas 40, ça c'est sûr. D'ailleurs, tu vois, je sais, au final, alors ça a toujours été un peu une caractéristique aussi de mon physique, on va dire. Ouais. Et je sais pas en tant que comédien si c'est bien ou pas finalement. Ah ouais? Non, parce que finalement, quand tu as une trentaine d'années, on te donne des rôles de 20 ans qui sont pas forcément, tu vois, et puis là, maintenant, j'ai 45 ans. Alors maintenant, peut-être c'est un peu mieux, parce que comme finalement, je suis pas hyper connu non plus, tu vois, on va pas se le cacher. Ou peut-être mieux se dire, tiens, c'est un jeune qui débute. On peut lui donner sa chance encore. Moi, j'ai 45 ans, j'ai des cheveux blancs. Toi, tu fais une très bonne teinture, ou, Absolument pas. Ouais, donc du coup, t'as des jolis gènes. Écoute, merci. En tout cas, du coup, donc, à l'époque, j'ai eu ce diplôme-là, qui fait que j'ai travaillé en entreprise. Et en fait, quand j'ai fait mon stage de fin d'études, je me suis dit, oh putain, j'ai pas envie tout de suite de travailler en entreprise finalement et tout. J'ai pas eu envie d'enchaîner alors qu'ils voulaient m'embaucher. Donc je me suis dit, il y a quand même un truc qui m'a toujours titillé, c'est j'adorais toujours faire l'intéressant, faire rire et tout. Donc en fait, à la fin de mes études en 2002, j'ai fait le cours Florent. Ah, mais j'avais déjà un bagage universitaire. Ah ouais? T'as fait à quelle époque? Non, pas moi. Moi, j'ai pas de formation théâtre. Ah non, t'as dit encore un. Encore parce par rapport à mes invités, évidemment, le cours Florent, c'est une ref. Enfin, ça l'était, il y a quelques années. En fait, pour le coup, moi, je suis vraiment, je pense, typique la cible d'une école comme le cours Florent, puisque je connais personne qui fait du théâtre. Je connais pas du tout ce métier.
Le seul truc dont j'ai vaguement entendu parler, et un coup par Gad Elmaleh ou Daniel Auteuil ou truc, ou dans une interview regardant Drucker le dimanche avec ma grand-mère, c'est le cours Florent. Donc, en fait, je vais au cours Florent, et en plus, c'est le truc le plus proche de chez moi. Parce que j'habite à Ménilmontant, c'est à Jaurès. Évidemment. Ligne 2, parfait. Donc, je me Très dis, c'est pratique. super. Et d'ailleurs, et un autre truc qui était bien au cours Florent, qui n'est peut-être plus son apanage maintenant, c'était une des seules écoles, j'ai appelé quand même 2-3 quand j'ai commencé à me renseigner, parce qu'il y avait quand même Internet à mon époque, hein, ça existait déjà. C'est fou, mais, et, ils donnaient des cours du soir à Florence, ce qui n'était pas le cas de toutes les autres écoles. Or, moi, il fallait que je paye mes cours, et donc, à un moment, en fait, je travaillais la journée, j'allais au cours Florent le soir. Donc, ça, c'était quand même cool. Mais effectivement, en termes de pédagogie, je sais pas si c'était la meilleure école, mais en tout cas, moi, j'encourage quand même tout le monde qui a envie de faire ce métier à faire une école, quelle qu'elle soit, pour un truc précis, qui est, bon, bah, évidemment, déjà, tu testes un peu quand même, mais le truc le plus important, c'est que tu rencontres des gens, surtout quand tu connais personne comme moi, avec lesquels tu partages une envie, c'est qu'ils ont peut-être envie de faire ce métier. Et sauf si t'as un énorme coup de bol ou que t'es énorme, t'es vraiment magique, quand tu joues, les gens s'évanouissent, positivement, je veux dire, pas d'ennui, bah, c'est que les premiers gens avec lesquels tu vas travailler, c'est des gens de l'école en général. Donc, trouver des gens qui ont envie de faire ce métier avec toi, qui ont envie, en n'étant pas connus ni appelés nulle part, de monter des spectacles, bah, c'est cool. Au moins, quand tu fais une école, tu les rencontres, ces gens-là. Donc ça, c'est super. Et donc bref, pour te faire la suite du parcours, bah, je vais aller vite après parce que tout n'est pas forcément intéressant, mais en gros, bah, j'étais au Florent le soir, je bossais la journée, et moi, j'ai très très vite commencé à travailler en sortant de l'école. Donc je me suis pas posé la question de trouver du boulot parce qu'une pièce que j'ai commencé à faire pendant que j'étais à l'école a marché, donc je l'ai jouée vraiment. Et puis après, ça s'est arrêté. Et puis donc, je suis retourné dans le monde de l'entreprise parce que j'avais envie de gagner de l'argent. Et puis en 2009, donc un peu avant mes 30 ans, j'avais mis de l'argent de côté et tout. J'ai quitté ça pour me donner une chance de vraiment faire ce métier, d'essayer d'être intermittent et tout. Et donc, depuis 2009, mon parcours, c'est faire du théâtre. Et après, tout s'accumule au fur et à mesure. Après, j'ai commencé à faire de la mise en scène aussi. Et puis, j'ai écrit aussi des choses. Voilà. Après, je sais pas si tu vas aller si t'as des questions précises ou pas. Bah, mais bien sûr, mais en gros, dans le détail, j'ai eu la oui. chance de faire plein de trucs super, déjà travailler avec des gens super, et puis de faire des choses comme l'atelier Palmade aussi, parce que tu parlais de Ilsem. Alors, le fait que j'ai monté Ilsem n'a rien à voir de base avec Pierre Palmade, même si c'est un des co-auteurs, mais j'étais dans l'atelier Palmade. Tu rencontres plein de gens comme ça, puis tu travailles au fur et à mesure sur des projets de plus ou moins grande envergure. Et puis tu bosses, et puis en fonction de tes métiers, bah, tu rebondis sur des choses, tu commences à faire d'autres projets avec des gens, tu commences à écrire une pièce dans une compagnie d'impro, enfin, tu vois, tu fais des trucs comme ça, quoi. Et du coup, t'as rejoint eux depuis combien de temps? Bah, les en fait, typiquement, on s'est rencontrés, donc les membres des qui sont à la base des êtres humains, comme les autres. Par l'impro, on s'est rencontrés parce qu'on travaillait pour une boîte qui donnait des formations d'entreprise, qui cherchait des profils comme les nôtres, c'est-à-dire des gens qui sont artistes, mais qui ont une formation longue, qui connaissent aussi le monde de l'entreprise. D'accord. En les envoyant sur cette carte de visite, là, regardez, on vous les envoie, mais c'est pas juste des troubadours. Ils connaissent, regardez, lui, il a un master, lui, il a ci, lui, il a ça, lui, il a travaillé 2 ans chez Total, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Voilà. Donc, ça fait bien, ça rassure les entreprises. Bien sûr. Et du coup, on s'est connus comme ça par l'impro. Sauf que, bah, eux, ils faisaient déjà de l'impro beaucoup sur scène, et moi, l'impro, c'était juste un outil pour moi du comédien, que je pense que tous les comédiens devraient pratiquer, et j'en connais pas mal qui ont très peur de ça, je pense de très mauvaises raisons, et qui devraient pratiquer parce que ça les aiderait à être dans l'instant présent, à jouer, enfin voilà. Et nous, on s'est rencontrés comme ça, et eux, ils étaient déjà en train de faire monter leur compagnie et tout. Et bah, tu vois, je fais vraiment un parallèle sans aucune outrecuidance, mais tu vois, Berléand, par exemple, il aurait pu rejoindre le Splendide. Et il a pas voulu parce qu'il était dans d'autres pièces et tout. Et puis bon, bah, finalement, il a quand même percé, donc il est content. Bah, moi, tu vois, peut-être à l'époque, comme on s'entendait bien et tout, j'aurais pu, plein de fois, ils m'ont dit, bah, viens aux impronautes, viens, on fait machin. Je fais, attendez, les gars, mais moi, je bosse, je fais des tournées dans tous les sens. L'impro, c'est rigolo quand on le fait comme ça, mais bon, genre, et bah, les gars, tu vois, ils ont réussi à se débrouiller et à être une compagnie, bah, qui cartonne, qui est hyper reconnue et tout. Donc, tout ça pour dire, moi, je voyais quand même l'impro comme un outil, alors que c'est un vrai vecteur artistique, et eux, ils ont développé leur compagnie, voilà. Et donc, nous, on se connaît depuis l'époque, mais moi, je fais vraiment, on va dire, je travaille vraiment avec eux depuis 3 ans en tant que membre actif, parce que je donne des cours dans l'école, parce que j'ai écrit la pièce, du coup, avec un autre membre de l'équipe, et c'est un spectacle, du coup, qui est porté par la compagnie.
Et sinon, je les ai rejoints aussi comme élève en 2018 où je suis devenu impronaute, donc un fameux impronaute pro dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Mais on se connaissait déjà depuis 10 ans. La plupart, je les ai rencontrés à partir de 2011-2012. Et du coup, c'est une troupe de combien de personnes? Alors, c'est à géométrie variable selon les spectacles. Dans KO, donc le spectacle principal, on va dire, de la compagnie qui a pris la succession de Bio, ils sont 8. Dans Pilote, ils sont 8 aussi, de mémoire, 2, 4... Non, ils sont 6. Dans Pilote, ils sont 6. Et il y a des membres que tu retrouves en commun d'un spectacle à l'autre ou pas. Et on va dire les associés qui gèrent la compagnie vraiment, ils sont 3. Donc il y a Loïc, Timothée et JM. Associés avec, donc qui eux c'est aussi comédiens improvisateurs qui jouent dans les spectacles. Et il y a aussi Dalia qui elle est la présidente et qui ne joue pas dans les spectacles de la compagnie, qui joue dans d'autres spectacles. Mais voilà. Donc on va dire les associés sont 4. Super, trop bien. Et alors du coup on va creuser un petit peu sur cette histoire d'impro, parce qu'évidemment c'est un profil atypique par rapport aux gens qui écoutent ce podcast. Est-ce que tu peux expliquer clairement pour quelqu'un qui est complètement novice, c'est quoi un improvisateur? Alors, je vais expliquer déjà ce que beaucoup de gens pensent que c'est un improvisateur et ce que je ne pense pas ce que c'est. Parce que je pense que là, je vais réussir à déjà me mettre d'accord avec plein de gens. Pour l'impro, pour beaucoup de gens, c'est t'as un rôle dans une pièce, par exemple, et puis un jour, t'es en forme, et puis dans l'acte 2, t'as rajouté une nouvelle réplique qui a fait tordre de rire les gens, tu vois, et t'as fait, putain, t'improvises de fou, toi. T'es un bon improvisateur. Ou il y a une autre forme d'improvisation aussi qui est plus en mode stand-up, c'est les gens, ils arrivent, ah, salut, tu viens d'où, toi? Ah, tu viens de Créteil? Ah, c'est sympa, il y a la ligne 8. Enfin, tu vois, des blagues un peu puissantes comme ça. Là, on dirait que je dénigre, pas du tout. Il y en a qui font ça de façon merveilleuse. Donc, c'est plutôt l'art de sortir des répliques au bon moment pour la plupart des gens, d'avoir de la répartie, on va dire. Donc, c'est une forme d'improvisation, telle qu'on la pratique ici. C'est encore autre chose et une forme que les initiés connaissent très bien et dont ils sont très friands, mais que les autres gens connaissent moins, c'est on fait des spectacles improvisés, narratifs. C'est-à-dire que c'est des spectacles qui durent 1 heure. On arrive, on sait pas ce qu'on va jouer, on sait pas quel personnage on va être, on sait pas ce qu'on va raconter. Et pendant 1 heure, on fait une pièce de théâtre. Entièrement improvisée. Voilà. Donc, pour moi, c'est quoi un improvisateur au sens de ce qu'on fait ici? C'est quelqu'un, comme on dit ici, qui est happy LC sexy, c'est-à-dire qui est content d'aller sur scène, qui a envie de jouer avec les autres, qui a envie que les autres viennent jouer avec lui, qui est à l'écoute, qui est dans l'acceptation des propositions des autres, qui est force de proposition aussi, et qui va arriver à construire comme ça, avec ses partenaires, toute une histoire, toute une galerie de personnages qui vont raconter un truc alors qu'il a aucune idée de ce qu'il va raconter. Donc, pour faire simple, la plupart des gens que tu as reçus qui sont comédiens, ils doivent tous les jours jouer, et moi c'est mon cas aussi, quand je joue des textes, on doit tous les soirs jouer le même texte, comme si c'est la première fois qu'on le disait, quoi. Parce qu'on doit, si les gens qui sont là dans la salle, les spectateurs, ont pas l'impression que t'es vivant et que t'es en train d'inventer, et que tu récites, ils s'embêtent et je les comprends. Donc il faut que tu fasses croire que t'improvises alors que tout est écrit. L'improvisateur, c'est le contraire. Il sait absolument pas où il va, mais il doit faire croire que tout est écrit. D'accord. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Ok, très bien, super, merci beaucoup. Si on doit revenir un petit peu dans le passé, comment tu décrirais ton premier souvenir dans le monde du théâtre? Mon premier souvenir dans le monde du théâtre, alors j'ai un souvenir de spectateur que j'avais vu des pièces avec l'école. Je me disais mais pourquoi on nous emmène voir ça, au secours? Et ensuite, c'était ou pas? Hein? Tu te rappelles ce que c'était? Non, mais c'est tout ce qu'on va voir avec l'école. Racine, Molière, qui sont des textes incroyables, mais pas toujours dans des choses accessibles, en tout cas pour des enfants de 10 ans qu'on emmène au théâtre et tout. Enfin, voilà. Donc voilà, ça c'est des premiers souvenirs. Et par contre, j'ai des souvenirs aussi d'une pièce que je suis allé voir avec mes parents, parce que ma mère adorait aller au théâtre et tout. Et j'avais une pièce qui s'appelait Espèce menacée, avec Arthur Junio et Martin Lamotte. Pas Arthur Junio, pardon, Gérard Junio. Arthur, c'est le fils. Et ça, mais alors déjà, moi, j'étais impressionné de voir Gérard Junio que j'avais vu dans des films sur scène. Je trouvais ça incroyable. Et puis surtout, là, je me suis marré de fou, en fait. Et je me suis dit, en fait, le théâtre, ça peut être rigolo. Donc ça, c'est un de mes premiers. Ah oui, parce que moi, encore une fois, comme je te le dis, j'avais pas spécialement de culture théâtrale. Alors, je viens plutôt d'une famille, on va dire classe moyenne, mais
plutôt éduqué et tout, donc j'ai pas du tout à me plaindre culturellement. Ouais. Et comme je te dis, on allait au théâtre. Ouais. Mais moi, quand j'étais allé au théâtre avec l'école, pour moi, le théâtre, c'était vraiment un endroit un peu mortifère, quoi, tu vois, où tu devais pas faire de bruit, attendre, et ok, et puis à la fin, fallait applaudir parce que c'était poli, mais voilà. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ok, en fait, on peut aussi rigoler, c'est sympa, enfin, voilà. Et après, bah. Et toi, en tant que En professionnel. en tant que comédien, c'est quand je suis arrivé chez Florent. Hein. Puis à un moment, en fait, moi, je me suis toujours dit, mais Florent, ça va être facile. Enfin, faire du théâtre, ça va être facile parce que je prends la parole en public facilement, parce qu'en classe, je fais rigoler tout le monde, parce que machin. Puis après, fois que tu arrives sur scène, c'est pas pareil. Hein. Donc ça, mon premier souvenir, c'est plutôt de me dire, je suis nul, quoi. Ah ouais. Je suis vraiment nul. C'est ça ta première impression. impression. Ouais. Je suis vraiment. Mais quand même, je me suis Parce dit. que pourquoi? Parce que on te l'a fait ressentir ou c'est toi-même? Mais non, mais parce qu'en fait, je sentais quand je jouais. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça jouer, mais quand j'étais sur scène devant des gens, je sentais vraiment que j'étais extérieur. C'est-à-dire que j'essayais d'être drôle ou j'essayais d'être. Et puis moi, justement, qui a un peu cet instinct d'être plutôt dans la répartie, machin et tout, mais quand t'es tout seul sur scène et que les gens ils te regardent, il y a pas de répartie. Et puis c'est pas comme dans une classe où tu connais tout le monde, tu peux faire la petite blague à un tel. Là, t'es là, et en fait, même un truc à la con, genre te présenter ou réciter ton texte que t'es censé avoir que t'as choisi pour ton truc de Florent et tout. Et je me suis dit, ouais, c'est tellement dur. Et puis c'est le sentiment d'échec, ouais, est fort. Enfin, et puis de toute façon, tu sais que c'est d'ailleurs c'est ce qu'on dit dans un atelier, c'est une des plus grandes peurs des gens dans l'absolu. Hein, alors pas des pays qui sont en guerre et tout, mais prendre la parole en public est une des plus grandes peurs des gens. Faut le réaliser. C'est pour ça qu'on fait souvent appel à nous, pour travailler, aider les gens en entreprise ou ailleurs à prendre la parole et tout. Mais les gens ils ressentent un danger de mort quand ils prennent la parole devant des gens. Ils perdent tous leurs moyens, ils transpirent, ils savent plus qui ils sont et tout. Alors, j'ai peut-être pas ressenti à ce point-là, mais je peux te dire que je me suis dit, je suis vraiment nul. Et je me suis dit, attends, je paye 300 balles. Et déjà, à l'époque, je trouvais que c'était hyper cher. Maintenant, les cours Florent, je sais pas comment ça doit être 600. Enfin, ouais, hein. c'est hors de prix maintenant. Ouais, bon, donc voilà. Bon, je sais pas comment c'est, mais c'est très cher. C'était déjà très cher à l'époque. Je me suis dit, attends, j'ai payé 350 balles à un stage, là, parce que j'étais en truc, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas classe préparatoire, mais un truc un peu comme ça. C'est en gros, tu fais 3 semaines de stage et à l'issue du truc, ils te disent si tu peux continuer à faire Florent ou pas. D'accord. Et je me suis dit, attends, j'ai payé 3 semaines parce que j'ai eu aucune envie de retourner. Hein. Je me suis dit, mais c'est horrible en fait. Et je me suis dit, non, je vais y retourner, machin et tout. Et puis, bah, c'est comme tout, hein, t'y vas. Puis au bout d'un moment, t'arrêtes d'essayer de faire des trucs. Tu fais ce que tu peux, mais t'essaies de voir qu'il y a d'autres gens, que ouais, t'es pas tout seul, et puis les choses se débloquent petit à petit, quoi. Voilà. Est-ce que tu te rappelles un peu la première fois où t'as dit ça y est, je suis comédien? Ah bah la première fois que je me suis essayé chez comédien, c'est la pièce dont je te parlais tout à l'heure, où j'ai joué dans une salle. Donc un des premiers spectacles que j'ai fait, qui était c'était une comédie, même c'était carrément une parodie, s'appelait Hamlet Junior. Écrit et mis en scène par Isabelle Laporte. Et c'était un truc complètement à 100 à l'heure, complètement débile, mais dans le bon sens du terme. C'est on parodiait Hamlet. En gros, il y avait la trame d'Hamlet, mais c'était comme les inconnus, les nuls. On faisait des pubs au milieu. C'était n'importe quoi. Et on a joué ça dans un théâtre qui s'appelait à l'époque la Comédie République. Et même avant, on l'a joué dans une salle qui s'appelait Au 20e, vers Porte de Bagnolet. Et là, je me suis dit, je fais du théâtre parce que le rideau s'est ouvert et dans la salle, il y avait 5 personnes que je connaissais et 150 que je connaissais pas. Donc pour moi, dès lors que tu commences à faire ça devant des gens qui sont pas tes parents, tes amis, qui viennent te soutenir, c'est génial. Heureusement qu'il y a ces gens-là parce qu'au début, bien sûr. Mais que il y a les potes de tes potes, mais que tu connais pas, qu'il y a des gens qui sont venus parce qu'ils ont trouvé l'affiche rigolote, parce que machin, parce que truc. Il y a 2 mecs de théâtre qui viennent parce qu'ils y tiennent, on sait jamais. Des jeunes peut-être qu'on va pouvoir exploiter, on va peut-être pouvoir les programmer l'été, machin. Bah voilà, tu joues devant des gens, donc là tu fais du théâtre. Mais en vrai déjà, quand tu fais dans toutes les écoles où on te fait faire des spectacles, ce qui est quand même le truc le plus intéressant, c'est de te mettre en autonomie un moment et te faire des choses. Tu commences déjà pour moi à faire du théâtre vraiment. Après, tout le monde n'en fait pas son métier ou tout le monde ne continuera pas à en faire après cette école ou quoi, pour plein de raisons différentes. Mais là, tu fais du théâtre. Pour moi, dès lors que tu joues devant un public, tu fais du théâtre. Oui, bien sûr. Et t'es là, t'as ton texte, t'as peur d'oublier ton texte, t'as ceci, t'as cela, t'as peur que les gens rigolent pas alors que c'est censé être drôle, t'as peur que les gens pleurent pas alors que c'est très émouvant. Enfin bref, voilà, tu t'es en connexion avec ce qui se passe et tu fais du théâtre. Bien sûr.
Et du coup, moi, c'est une question que je pose souvent, et c'est toujours intéressant d'avoir le retour des différents invités. C'est quoi tes rêves théâtrales? Dans quoi t'as... Théâtraux même. Oui, théâtreux, pardon. Théâtreux, si on veut. Théâtreux, Ouais. voilà, si on veut reprendre le titre. C'est quoi tes rêves? Dans tout type de théâtre confondu, bien sûr. Bah, je pense vraiment, ça va être très terre à terre, hein, mais et c'est pas le moins atteignable, quoique. Déjà, mon rêve, c'était de me dire, je peux vivre de ce métier. C'est-à-dire qu'en gros, la première fois vraiment, et surtout la fameuse première pièce, en plus, bon, faut pas le dire, mais il y a prescription, tu vois, c'était pas genre t'es payé en cachet et tout, c'est le mec, le soir, après là, il te disait, bon, aujourd'hui, on a fait tant de recettes, moi, je sais pas si c'est vrai ou pas, Ouais. il te prend l'enveloppe, il te sort, il fait, bon, bah, tiens, toi, il y a ça pour toi, il y a ça pour toi, et moi, je repartais avec 50 € dans ma poche pour avoir joué sur scène, je me disais, mais c'est incroyable. Les gens, ils m'ont donné de l'argent pour aller jouer. Donc moi, je suis content de faire ça. Les spectateurs ont passé un bon moment, enfin la plupart des fois. Et moi, on me donne de l'argent. Donc déjà, ça c'était le premier rêve de me dire, mais est-ce que je peux, surtout comme je te l'ai dit, moi je viens d'un monde pas prédestiné au théâtre, mais plutôt prédestiné à être dans le privé ou peu importe, enfin travailler dans un chemin plus classique, on va dire. Et j'ai travaillé là-dedans. Donc moi, j'ai bien gagné ma vie dans ce métier-là. Et donc, quand tu gagnes bien ta vie, bah, tu prends un appart, t'as un loyer, t'as ceci, t'as cela. Donc, quand tu quittes ça et que t'as rien, j'étais pas à la rue, hein, j'avais des parents qui pouvaient m'aider, genre, ils m'auraient pas laissé mourir de faim. Mais en tout cas, je devais me débrouiller et que j'arrive à vivre de ça, bah, mon premier rêve, c'était ça, de me dire, est-ce que je peux être intermittent du spectacle, gagner tant par mois pour payer mon loyer, mon ceci, mon cela. Voilà. Et après, je dirais, le deuxième rêve, c'est, il y a des gens, quand t'es enfant ou plus tard, enfin avant de faire ce métier que tu vois jouer et tu dis putain j'aimerais bien jouer avec eux parce que ça a l'air, on a l'air de bien se marrer. Bah tu vois par exemple, bon, il s'est passé plein de choses depuis, mais Pierre Palmade, moi j'avais vu ses spectacles aussi, il s'aime et tout. Bah après quand tu joues dans sa troupe et que t'as écrit un sketch et que le gars il regarde et qu'il fait ah ouais putain c'était super, merci. Bah, c'est simple. Donc l'autre rêve c'était de travailler avec des gens. Voilà, un soir je jouais au Montmartre Galabru à l'époque, une autre pièce, peu importe. Je sors du théâtre et je croise Didier Bourdon et je lui dis ah bah on joue juste à côté et tout, et tu te retrouves à parler 2 heures avec le gars parce on parle de théâtre ensemble et tout. Bah pour moi c'était fou ça, parce que encore une fois moi et c'est pour ça que je te dis tout à l'heure, j'ai vu une pièce avec Gérard Jugnot et pour moi c'était un choc parce que Gérard Jugnot, pour moi, il était dans la télé. Quand tu le vois en vrai, tu te dis, mais il se passe quoi? C'est bizarre, là. C'est pas normal. Et en fait, tu vois que c'est des gens qui bossent, qui font leur métier, que tu peux travailler avec eux. Voilà. Puis après, j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Luc Moreau, Arthur Jugnot, pour le coup, cette fois, c'est bien Coquille. Lionel Astier. Je vois qu'il y a quelqu'un qui te fait un coucou. C'est Momo. Coucou Momo. On fait le podcast. Maintenant, donc voilà, l'administratrice de la compagnie, qui est là, et qui est aussi une improvisatrice. Tu peux dire coucou au micro. À la caméra. T'as tout compris. C'est parfait. On l'a pris parce qu'elle est vraiment prise avec les nouvelles technologies, les nouveaux moyens de communiquer. C'est un nouveau départ pour nous, de l'avoir dans l'équipe. Tu pars là? Ouais. Ok. Bon, trop bien. Donc voilà, bref, l'autre rêve, c'est de te dire, il y a des gens dont j'admire le travail, sans même parler d'admiration, où je trouve que c'est génial ce qu'ils font. Et quand t'as l'opportunité de travailler avec eux, et même aussi des pairs, là, je parle des gens qui étaient plus vieux que moi, que j'ai vus quand j'étais petit. Mais il y a des gens avec qui sont mes amis, avec qui j'ai travaillé, qui sont énormes. Donc je suis trop content de bosser avec eux. Et dans le monde de l'impro, tu vois, les gens de la compagnie ici, ils sont énormes. Donc c'est trop cool de bosser ensemble, de faire des trainings, de faire des spectacles, c'est génial en fait. Voilà. Donc ça c'est aussi un rêve auquel du coup quelque part j'ai accès. Et j'ai après le dernier rêve, et ça pour le coup c'est un rêve que je pense j'ai pas perçu dans le bon sens du terme, c'est d'être plus connu. Mais je vais préciser ce que je veux dire. Être connu pour être connu, je m'en fous. Et je pense d'ailleurs que ça se voit parce que je suis pas connu. Mais par contre, il y a un truc que j'avais pas compris au début et parce que je connaissais pas ce métier. C'est important d'être connu parce que ça veut pas dire que quand t'es connu, t'es pas bon, hein, ce que je vais dire après. Mais c'est-à-dire que si à un moment tu veux faire des bons rôles, machin et tout, il faut être connu. Et même dans le théâtre, sauf quand tu fais tes propres projets, les rôles les plus intéressants dans les pièces, etc., même si tu peux les jouer, c'est pas sur ça que ça va se jouer. Évidemment que si t'es complètement nul, après on va pas te donner le rôle. Mais
être bon n'est pas suffisant. Il faut être connu parce que c'est comme ça que les projets se montent. Alors, évidemment, dans l'audiovisuel, c'est encore plus vrai, mais même dans le théâtre, à une certaine échelle de projet, il faut que tu aies une notoriété. Donc maintenant, le rêve qu'il faut que j'atteigne maintenant, c'est ça, parce que au-delà des projets que je fais moi, si je veux qu'on me donne des rôles super, etc., il faut que je sois plus connu. Voilà. C'est vrai. Alors après, c'est vrai que quand on commence à faire des recherches sur ton profil, on tombe sur, notamment, tu l'as évoqué, une référence théâtrale importante, qui est Ilsem, évidemment, de Palmade Et Robin, voilà, et Michel Larocque. Comment tu t'es retrouvé à faire une mise en scène d'une reprise, on est d'accord, hein, ouais, bien sûr. Ah oui, j'étais à peine né quand ils ont fait. Je suis vieux, mais non, le spectacle en lui-même, qui a été mis en scène par Robin d'ailleurs à la base. Je l'ai vu à la télé comme tout le monde quand j'étais petit. J'ai pas eu la chance de le voir au théâtre, celui-là. En fait, ça c'est très simple. C'est un ami qui s'appelle Martin Magli, qui a une compagnie de théâtre, qui en l'occurrence d'ailleurs était aussi dans la troupe à Palmade. Bon, on avait déjà bossé ensemble nous avant, mais on se connaissait déjà d'avant, mais qui a les droits du spectacle, parce qu'il les demande à Pierre et il lui donne et il dit ok, vas-y, si tu veux le monter, tu le montes. Et il m'appelle, il me dit voilà, je veux monter Ilsem, mais je veux que ça soit un spectacle léger, qu'on peut emmener un peu partout facilement, parce qu'on est que deux déjà sur scène et donc je veux pas le charger et tout. Donc toi, je sais que tu peux faire des mises en scène où on va jouer sur l'imaginaire, on va faire tout ça et tout. Donc vas-y, si t'as envie de le mettre en scène, et moi comme j'adore le texte, je fais ok, on le fait. Donc tu vois, ça se fait comme ça. C'est pas Pierre Palmade, alors que je le connais, mais c'est pas lui qui m'appelle en me disant tiens, j'aimerais bien que tu me mettes en scène pour une troupe. Bien sûr. Et ça s'est fait comme ça. Okay. Il y a beaucoup de choses qui se font comme ça en fait. C'est pour ça que c'est un métier où en plus il faut s'entendre avec les gens, il faut sortir, il faut machin. Il y a le marché invisible, je pense que c'est 99% du marché. Bien sûr. Là, peut-être demain, il y a quelqu'un qui voudrait que tu le mettes en scène, mais si tu vas pas boire un café avec lui la semaine prochaine, tu le sauras jamais. Exactement. Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc pour Ilsem, ça s'est fait comme ça. Ouais. Et voilà. C'était pas ta première mise en scène? Non. Ma toute première mise en scène, c'est chez Florent. J'ai mis en scène Le Retour de Pinter, qui est d'Harold Pinter, qui est un texte que j'adore, et j'ai adapté et commis en scène Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Ah ouais. Donc ça, j'ai fait ça à Florent. Ok. C'était super. Et Reservoir Dogs, alors là, on était trop contents, ça cartonnait et tout. Donc on s'est dit, putain, on va essayer de le jouer. On a trouvé le numéro de l'avocat de Tarantino en France qui le représente et tout. Il a fait, ouais, les jeunes, ok, mais vous voulez jouer avec Reservoir Dogs? Pas de problème, vous le jouez, il y a aucun souci. C'est drôle. C'est trop bien. Par contre, la seule condition, c'est pas de billetterie. Vous avez le droit de le jouer en amateur. Donc donc du coup, on a lâché l'affaire. Et après, j'ai mis en scène un pote qui s'appelle Jérémy Benoliel dans un spectacle qui s'appelait À fond jusqu'au bout, qui était un seul en scène, du coup, qu'on avait coécrit. Je l'avais mis en scène dedans. Ouais. Et puis après, j'ai fait une mise en scène à peu près tous les 2 ans. Donc, j'ai mis en scène Cravate Club pour Franck Duhart, qui est un ami aussi, qui avait super bien marché en presse et tout. On a fait plein de tournées, c'était génial. Par contre, à Avignon, on jouait à la Luna. Le truc s'est complètement effondré. Mais tous les pros qui venaient, ils étaient trop contents, ils achetaient le spectacle. Donc voilà, donc finalement, voilà. Enfin, j'ai mis quoi, en scène... Comme quoi, ouais. T'es à la Luna à 20h avec une pièce un peu connue et avec un super dossier de presse dithyrambique. Et en fait, ça marche pas. Donc c'est sûr que s'il y a bien un truc qu'on peut partager avec les gens, c'est qu'il n'y a pas de recette. Voilà. Et après, j'ai mis en scène Pierre et Papillon de Muriel Magellan, toujours pour Franck Duhart. En bas de l'affiche, une comédie pour un ami qui s'appelle Guillaume Renou. Et après, Ilsem. Et après, pas de mise en scène jusqu'à Une année de réchauffement, qui est un spectacle que j'ai coécrit avec Timothée Ancio de la compagnie d'improvisation E. Et qui est la première pièce écrite de la compagnie d'improvisation E. Ah ouais, magnifique. Tu vois tout le paradoxe. C'est fou, hein. Eh oui. Ah ouais. Comme quoi tout se recolle au bout d'un moment. Là, t'es passé par des pièces connues. Ouais. Pour après, finalement, terminer par l'impro et... Exactement, C'est vrai que c'est atypique comme parcours. Ouais, puis surtout, avant de travailler vraiment pour la compagnie, moi, j'ai plein de compagnies amies. Et comme je me suis souvent bien entendu avec les gens et qu'on était contents, on a souvent retravaillé ensemble. Tu vois, par exemple, Martin Magli, il a une boîte de production qui s'appelle À tes souhaits Productions. On a fait plusieurs spectacles ensemble, en tant que comédien, metteur en scène, enfin voilà. Mais j'étais pas membre actif de sa compagnie, enfin de sa boîte, quoi, du coup.
La compagnie, c'est la compagnie dans laquelle je m'investis le plus. Alors, il y a plein de projets dans lesquels je me suis investi, mais là, je m'investis et dans le projet et dans la compagnie en même temps, quoi. Et ça m'était pas arrivé avant, ce qui fait qu'effectivement, oui, je suis parti de textes connus ou de pièces qui se jouaient, voilà. Puis quand tu joues, des fois, t'as ton pote, il dit, ah, mais j'aimerais que tu mettes en scène ce que j'aime bien, voilà, je sais pas, les retours que tu fais, et ça se fait comme ça, en fait. Et puis après, t'apprends aussi, puis il y a des trucs que tu sais pas faire, donc tu comprends que, bosser avec un créateur lumière, par exemple, c'est cool. Et puis si t'aimes bien avoir une musique originale, t'apprends qu'il faut travailler avec des gens aussi, puis il faut savoir leur parler, puis voilà, puis tu prends un scénographe, après, puis il faut savoir leur parler. Et ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime bien, en fait, dans les mises en scène et tout, quand tu bosses dans une compagnie, c'est que tu fais de la gestion de projet. Tu gères des gens et tu gères des idées, en fait. C'est ça qui est cool. Tout à fait. Toi, t'as une compagnie aussi ou pas, d'ailleurs? Ouais, moi j'ai une compagnie. Alors bon, elle est plus très active depuis 2 ans maintenant parce que je suis consacré maintenant à 100% dans le podcast. Ouais. Mais oui, bien sûr. Puis j'ai des projets. J'ai ma compagnie qui existe encore. Mais oui, tout à fait. Et tu me disais que t'avais écrit et t'as mis en scène aussi ta pièce. Ah oui, moi j'ai écrit 4 pièces. J'ai fait 2 mises en scène de mes pièces. Après j'ai des pièces qui sont dans le tiroir comme beaucoup de personnes, comme beaucoup d'auteurs. Mais ouais, j'adore ça. Ouais. Mais tu vois, du coup, quand tu mets en scène, c'est ça, en fait. Faut avoir tes idées, mais faut aussi que les autres comprennent ta façon de fonctionner. Puis, faut aussi les laisser libres de créer parce que ils ont des trucs à t'apporter. C'est pas parce que t'es metteur en scène que tu sais tout. Faut laisser les comédiens créer aussi et tout. Enfin, voilà, tout ça, c'est génial. Et d'ailleurs, tu vois, de faire ça, j'ai aussi une petite expérience de réal aussi, sans aucune formation. Mais comme j'ai déjà aussi écrit pour l'image. Et il y a un truc quand t'écris aussi pour l'image, tu comprends pas ça tout de suite, mais tu comprends très vite. Une fois que des gens ont mis en image des choses que tu as écrites, que si vraiment tu veux que tes idées elles soient représentées à l'image, il faut que tu réalises ton truc en fait. Ou alors il faut vraiment que tu sois avec un réal avec lequel tu es en symbiose. Total. Voilà. Donc je comprends que notamment en France, beaucoup de gens qui sont réalisateurs soient aussi auteurs parce qu'en fait sinon parce que quand tu as une idée très précise en tête, il y a que toi qui peux au final réaliser. Alors après évidemment comme tu dis, sauf si vraiment tu as eu un coup de foudre artistique avec une personne qui comprend exactement, voilà. Et tant mieux. Voilà. Et, ça existe, mais effectivement, il y a quand même beaucoup d'auteurs qui terminent avec de la réa. Et... Ah bah c'est parce que sinon tu regardes le truc à la fin. Alors des fois c'est quand même bien, mais tu dis attends, ce que j'ai écrit c'est pas ça en fait. Et je le voyais pas comme ça. Et encore une fois, le fait de le voir comme ça veut pas dire que tu vas savoir tout faire, mais c'est là où il faut que tu arrives à, et ça c'est ce que l'expérience de mise en scène m'a appris, c'est qu'il faut que tu arrives à communiquer avec les gens parce que tu as besoin de leur talent pour faire éclore tes idées en fait. Et il faut leur parler. Et là l'impro ça sert aussi. Tu vois. Parce que c'est pour ça qu'on fait des formations de com des fois à base d'impro. C'est qu'en fait l'impro c'est aussi écouter, accepter, composer avec l'autre. Voilà, quand tu fais un spectacle d'1 heure avec sans t'être concerté avant, en fonction de 2-3 propositions du public et des idées de ton pote. Oui, c'était une question, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes dans l'impro, mais vous travaillez avec le public en direct, c'est-à-dire que vous demandez parce que quand j'en ai vu des spectacles d'impro bien sûr, mais il y en a certains qui sont connus pour avoir donnez-nous des noms, des mots, des trucs, un lieu, un truc, et comment ça se passe? En fait, par exemple, je vais prendre Pilote puisqu'on allait parler de Pilote. Donc tu vois, Pilote, Marc Jane, qui est le porteur de ce projet-là dans la compagnie et qui a créé le projet. Marc, il adore les sitcoms. Et puis à un moment, il y a le confinement. Donc il regarde des sitcoms et puis il se dit tiens, parce que lui il adore apprendre des trucs, je vais regarder un peu des bouquins. Donc en plus lui Marc est anglais. Donc il y a beaucoup de littérature anglophone. On n'a pas forcément de traduction française sur les personnages de sitcoms, l'art de la comédie dans les sitcoms, machin. Donc, il se paluche les bouquins comme ça, et puis il se dit ok, en fait c'est des outils qu'on peut récupérer en impro parce qu'en fait finalement c'est quoi un sitcom? Il y a un point commun dans les sitcoms, c'est les gens s'aiment. Ce sont des gens qui s'aiment. C'est-à-dire il peut se passer tout ce que tu veux dans l'épisode. À la fin, le plus fort, c'est que les gens s'aiment, sont amis. Alors, il y a différentes formes d'amour, mais ils vont jamais se déchirer, même si à un moment ils s'aiment plus sur l'espace d'un ou deux, mais ils vont toujours se retrouver parce qu'ils s'aiment. Donc ça, c'est le premier point commun. Et deuxième point commun, il y a des archétypes de jeu. Il y a souvent c'est des séries construites autour de personnages qui ont l'archétype le loser attachant.
donc un peu Ross, Oui, bah, dans, oui. voilà, Comme c'était que- un peu le, je sais plus comment il s'appelle dans How I Met Your Mother, celui qui arrive jamais à se mettre en couple, enfin voilà. Ouais. Et donc, tu as cet archétype-là qui va tenir, qui va faire tenir la série. Puis autour, tu as d'autres archétypes. Et donc, lui, il décortique les archétypes. Donc, tu as la voix de la raison, celui qui recadre un peu, tu vois, où tout le monde... Hein. Tu as l'animal, donc un peu Joey, celui qui pense qu'à bouffer, qu'à coucher avec tout le monde et tout. Tu as un peu le maniaque, donc un peu Monica. Enfin, bref, tu as plusieurs... Et puis, donc, donc, pour te répondre maintenant, donc lui, il fait tout ce truc-là. Donc, qu'est-ce que tu bosses en impro narratif, les formes d'impro narratif comme on fait nous. Tu bosses un format. Ouais. Donc un format, lui par exemple, le format de pilote, c'est tout le monde s'aime et on va jouer des archétypes. Donc une fois que tu connais les archétypes de comédie, tu as travaillé sur ça, tu as fait des trainings, tu as fait plein de scènes d'impro sur ça. Ouais. Et là par contre, tu vas demander à des trucs qui n'ont rien à voir aux gens. Comment peut s'appeler cette famille, à quelle époque ça se déroule, est-ce que tu poses, et puis ils changent, les questions peuvent changer tous les soirs parce que c'est que des sources d'inspiration en fait. Donc une sorte de paperboard sur scène. Même pas. Tu fais à la volée comme ça. À la volée direct. C'est comme ça que tu chauffes la salle aussi entre guillemets. Okay. Tu vois, tu les fais parler, les gens, tu les fais participer. Okay. Tu leur poses des questions. Dans Bio par exemple, qui était la biographie d'un héros anonyme, il y a plein de questions différentes, mais souvent des questions qui revenaient, c'était un lieu dans lequel il est allé dans sa vie, un métier qu'il a exercé à un moment, et c'est du coup ça peut faire l'objet de 4 scènes, comme d'une phrase, comme tu sais pas parce que tu sais pas ce que tu vas faire. Mais dans Pilote, donc tu poses des questions, donc comme ça les gens voient qu'il y a des ingrédients que tu vas mettre dans ta. Donc c'est des sources d'inspiration pour les. Je dirais que ça a 2 rôles. Pour les comédiens, c'est des sources d'inspiration. Ils se connectent avec la salle comme ça. Et pour les gens, alors ça c'est le niveau 0 de la prise d'information avec les gens, mais c'est quand même le cas. Ça leur prouve que c'est improvisé. Parce que beaucoup de gens, quand ils sortent de là, ils disent « je te crois pas ». Et c'est le meilleur compliment qu'on peut nous faire. Quand t'as joué avec le mec qui fait « non, mais attends, la scène 2, là, machin et tout », ça, celle-là, elle est écrite. Où vous êtes dit que vous alliez faire ça dans la scène. Et tu dis « non, je te jure, c'est là que c'est génial, reviens la semaine prochaine, comme ça, tu revends un billet ». Oui, c'est de la vraie impro. C'est-à-dire que il y a des spectacles où on croit que c'est de la fausse impro. De la vraie fausse impro, on sait pas trop, les gens sont un peu troublés. Le fameux faux fou rire, le fameux machin. Non, mais par exemple, tu vois, il y a des spectacles comme Dernier coup de ciseau, par exemple. Ah oui. Où tu crois. Je peux t'en parler parce que j'ai un très bon ami qui joue dedans. C'est drôle. Du coup, bref, j'ai été au Maturin plusieurs fois. C'est une pièce que j'aime beaucoup. Beaucoup de personnes, évidemment, parce que ça fait quand même 14 ans. Ah oui, ça, on peut pas le enlever. Mais effectivement, on pourrait croire que comme on fait participer le public en disant, c'est le public qui choisit le meurtrier du soir, par rapport à cette histoire-là. Mais en fait, ils sont tellement l'habitude, parce que ça a été joué des milliards de fois, ils ont tellement l'habitude de recevoir des questions du public qu'ils savent, évidemment, comment il faut jouer par rapport aux questions qui sont posées. Là, ça rejoint là, c'est encore le stand-up que je disais tout à l'heure, Voilà, tout à fait. Là, c'est totalement improvisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... la seule ligne de conduite, c'est qu'on sait qu'on doit créer, si on doit prendre Pilote, par exemple, on doit créer un pilote d'un sitcom. Où tout le monde s'aime. Et c'est tout ce qu'on sait au départ. Voilà. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'on a créé des archétypes. Et que donc, dans la soirée, il y a certainement un qui va jouer l'animal, un autre qui va jouer la voix de la raison, un autre qui va jouer le loser attachant, un autre qui va jouer le maniaque, un autre qui va jouer, enfin, voilà. Et dans son monde aussi, il y a l'archétype dans son monde, c'est type Phoebe, tu vois, c'est des gens qui sont des trucs, ils ont des visions très très claires de la vie, mais c'est les seuls qui les ont, tu vois, les autres ils comprennent rien, enfin voilà. Et donc tu sais que tu as bossé tes archétypes, donc voilà, mais tu sais absolument pas ce que ça va raconter et tout, et les choix du public ça va t'inspirer et à t'emmener sur un truc, mais même s'il n'y avait pas les choix du public, en fait on improviserait un truc différent tous les soirs, mais ça crée une connivence avec le public et ça permet aussi d'être dans un univers concret avec les gens, et c'est ça qui est génial. Trop bien. Est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le théâtre d'improvisation? Ouais. Et ça fait peur, il faut y aller quand même. Et c'est un conseil même que je donne en fait aux comédiens. Moi, j'ai rencontré beaucoup de comédiens qui d'ailleurs peuvent être très très bons, mais qui ont et d'ailleurs j'ai rencontré des improvisateurs du coup qui ont l'inverse. Je t'explique après. Mais donc des comédiens très très bons qui ont la terreur d'improviser. C'est-à-dire que s'il y a pas de texte, c'est la panique. Le mérou quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus rien dans le regard, il y a plus rien. Parce qu'ils ont l'impression de jouer quand ils ont un texte. Mais je comprends. Mais justement, ça te fait travailler quoi l'impro? Ça te fait travailler l'écoute. Ça te fait travailler d'être dans le moment présent. Ça te fait travailler de quelle est ta relation à l'autre, créer ta relation avec l'autre. Tu vois, jouer avec ton corps. Enfin, ça te fait travailler tout ça. Et pour moi,
même si tu peux donner le change, tu peux jamais être un énorme comédien si t'as pas ça en plus. Et on ne joue pas que quand on a un texte. Que ce soit à l'image, au théâtre, c'est toujours pareil. Tu vois, on parle souvent de l'écoute. C'est quoi l'écoute? Bah, l'écoute, c'est vraiment être impacté par ce que dit l'autre, être dans l'instant avec l'autre, être dans l'émotion de l'autre, ne pas le parasiter, mais en même temps recevoir. Parce que dans tout ce que si t'écoutes bien, dans tout ce que te donne l'autre, il y a de quoi jouer ta réplique après derrière. Bien sûr. Et donc ça t'apprend ça l'impro. À l'inverse, je rencontre aussi des improvisateurs qui ne veulent surtout pas faire du théâtre, enfin du texte, pardon, que ça soit le théâtre ou autre chose, parce qu'ils se disent ah mais non, mais moi si j'ai un texte, je vais pas être naturel. Parce qu'ils sont tellement habitués à être dans cette liberté de l'impro et d'être tellement connectés à l'autre. Mais évidemment, quand tu as un texte, il faut garder cette connexion tout en rabâchant un truc que t'as fait 50 fois dans tes toilettes, 20 fois dans ta salle de bain, 10 fois à ta copine le soir, 20 fois dans le métro. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Un truc où, au moment, ça veut plus rien dire pour toi, ce texte. Ben oui, mais c'est ça l'alliance des deux trucs. C'est d'avoir ce texte que tu as tellement travaillé que tu peux le ressortir et en même temps d'être connecté à tout l'imprévu qui est la vie, en fait. Puisque tu vois, là, tu sais pas ce que je vais te dire, je sais pas ce que tu vas me dire. Sûr. On est juste vivant. Là, on improvise, en fait. Improviser, c'est ce qu'on fait tous les jours dans la vie, tout le temps. Bien sûr. Donc, j'ai envie de dire à ceux qui ont peur, allez-y quand même, parce que vous allez voir que, en plus, l'impro, quand même, globalement, c'est très, très positif. Il y a beaucoup de valorisation de l'erreur, parce que l'erreur est source de création pour nous, et donc vas-y, mais franchement, tu t'en fous, fais ton truc. On verra plus tard si c'est bien, mais fais ton truc. On était là pour faire, t'es pas là pour savoir si c'est bien ou pas. T'aurais voulu, toi, commencer par l'impro dans ta carrière, finalement? Bah ouais, mais moi, j'ai un peu commencé par l'impro dans le sens où, chez Florent, au début, il nous faisait faire des impros. Et ce que j'aurais voulu, surtout, c'est qu'il nous fasse vraiment faire de l'impro dans le sens que je connais maintenant de ce que c'est l'impro. Parce que beaucoup de pédagogues d'impro ne savent pas ce qu'est l'impro, en fait. Enfin, à mon sens. Après, chacun peut voit midi à sa porte, hein, c'est pas le problème. Sûr. Mais ils vont te faire des impros dans le sens, ils vont te faire dire du texte que tu connais pas à l'avance. Mais c'est pas ça de l'impro. Et surtout pour un comédien, c'est pas ça. L'impro, c'est encore une fois, c'est aller à la rencontre de l'autre, avoir ta créativité avec la créativité de quelqu'un d'autre et créer un truc ensemble qui n'est pas le tien ni celui de l'autre. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc moi, oui, j'aurais aimé faire plus d'impro dès le début. Et je pense que ça te fait passer beaucoup. Et tu vois, ce sentiment que je t'ai décrit tout à l'heure, où j'ai l'impression d'être nul parce que j'ai l'impression de faire, parce que les premiers trucs, c'est tu passes tout seul devant tout le monde et il faut produire, quoi. Et moi, je me sentais complètement nul. Et même quand tu récites ton texte, donc là, t'es censé restituer ton texte, mais j'avais pas les codes, j'avais rien. Donc, faire de l'impro, je trouve que c'est très libérateur. Et donc, pour tous ceux qui ont peur, allez-y quand même. Et pour tous ceux qui ont envie, allez-y, parce que ça sert pour tout, l'impro. Alors, du coup, comment ça se passe? Est-ce que on peut s'inscrire pour rejoindre l'asso? Ouais. Alors, pour rejoindre l'école, oui. Pour rejoindre l'école. Il y a des sessions tous les ans. Donc, il y a un site internet, Impronaute ou même de la compagnie E. Enfin, en tapant ça sur Google, tu trouves ça assez facilement. Où il y a les créneaux pour s'inscrire aux Impronautes, donc du soir, donc amateur entre guillemets. Même si t'es comédien pro, tu peux quand même faire ça si t'as envie. Et pour faire aussi les sessions Impronaute Pro, c'est pas des auditions au sens où tu viens, il y a un jury et tout. Tu viens participer à un atelier. Ça dure 2 heures, 3 heures. Tu fais de l'impro avec 15 autres personnes qui sont là. On fait des trucs. Et puis nous, selon ce qu'on sent, selon les envies, selon ce qu'on a envie de travailler dans l'année, machin, on va prendre un tel, et puis les gens, ils sont pris comme ça. Ah oui, donc du coup, si tout le monde il y a quand même une sorte d'audition. À la fin, il y a une sorte un best-of des meilleurs élèves, on va dire. Non, en fait, c'est pas ça. C'est que les sessions de recrutement prennent les formes d'ateliers. Et après, comme il y a plus de demandes que de places disponibles dans l'école, du coup, c'est des sortes d'auditions. Mais quand je te dis, c'est pas des auditions en mode casting où t'es là, on est 4 assis sur une chaise et tu viens nous faire ton impro, tu vois, c'est pas ça, quoi. Et donc ça, c'est pour les impronautes, mais il y a plein d'autres écoles d'impro qui sont amis, qui sont très bien aussi. Enfin voilà, faire de l'impro maintenant, en tout cas sur Paris, sur des villes comme Lyon aussi, où il y a un théâtre qui s'appelle l'Improvidence, ou des villes comme Bordeaux, où il y a une autre antenne de l'Improvidence, c'est quand même assez simple. Enfin, de trouver. Après, dans d'autres endroits en France, ça, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, ici, ça se passe comme ça. Tu regardes les dates, tu t'inscris, tu viens à la session d'audition, entre guillemets, mais qui est juste un atelier. Et puis, quelques semaines après, tu as la réponse. Et du coup, tu t'engages sur 1 an? Ouais, après, c'est une école où tu viens pendant 1 an. Donc,
quand t'es en cours du soir, c'est le soir. Pendant les vacances scolaires, en général, il n'y a pas cours. Tu vois, c'est pour ça qu'on peut faire le podcast aujourd'hui. Ouais. Alors qu'on est contrairement à ce que tu as dit, on est en 1997. Je vais pas te dire la vérité. Faire croire aux gens qu'on est en 2025, c'est vraiment dégueulasse. Mais on est bien en octobre et là, c'est les vacances. Et donc, il n'y a pas cours aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on peut être là et qu'il n'y a pas de bruit autour de nous. Ouais. Et tu viens faire tes cours. Et puis voilà. Donc, c'est un cours par semaine pour les impronautes amateurs. Et les impro pros, c'est un rythme un peu différent, notamment parce qu'en plus, il y a des trainings en plus. Parce que l'école, on va dire, se développe de plus en plus. Et donc, il y a l'impro, c'est le cœur du truc. Mais tu peux aussi faire de la boxe, du chant, du corps. On touche tellement à tout, je te dis dans l'impro. Ouais, et moi, avec énorme. moi, tu peux faire de l'écriture, du coup. Moi, je donne un training d'écriture aux impronautes pro. Ok. Et tu peux faire aussi boxe, chant, corps, écriture. Et j'en oublie un, mais qui est certainement génial. Interprétation. Ah bah oui. Et du coup, tu fais travailler aussi aux gens la grande peur des improvisateurs. Tu leur files un texte et tu dis, vas-y, fais-moi une scène. Ah. Parce que Ah ouais. moi, si tu veux, je suis un peu alors, je suis pas un cas unique non plus, mais finalement, moi, je fais de l'impro alors que je viens du théâtre. Enfin, d'une formation de comédien traditionnel, on va dire. Classique, ouais. Beaucoup de gens viennent de l'impro par l'impro. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'ils ont tout de suite la liberté et tout, et cet instinct de jouer et tout. Mais des fois, il manque un peu de technique aussi. Tu vois, ne serait-ce que de se positionner sur scène, projeter sa voix, voilà. Mais donc, bon, bref, peu importe, chacun ses forces, mais du coup, l'interprétation, ça leur permet de travailler ça pour ceux qui viennent purement de l'impro. Ok, super. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Écoute, c'est l'instant promo. Ça y est, on arrive pratiquement à la fin de l'épisode. Ouais. Et ça y est bientôt une heure qu'on discute, toi et moi. T'as pas vu le temps passer? Pas du tout. Ouais. Mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir regardé un épisode de Friends. Évidemment. Et pas parce que je ressemble à Joey et Chandler en même temps. Ouais. C'est pas faux. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors, du coup, on se projette, hein. On est le 16 février 2026. Quels sont les spectacles en cours sur Paris ou ailleurs? Comment on peut venir me voir jouer, par exemple. Par exemple. Et en spectacle d'impro, alors potentiellement, il y a plein de spectacles où tu peux me voir, mais là c'est une réponse un peu de Normand, mais je peux pas le savoir à l'avance parce qu'en fait, comme moi j'ai pas de spectacle actif, je vais quand on m'invite. Tu vois, par exemple là juste à côté, là il y a un flyer d'une pièce qui s'appelle Petit titre, grandes histoires, dans lequel j'ai déjà joué plusieurs fois, qui joue à la Comédie des Trois Bornes. Donc ça, c'est un dimanche sur deux à la Comédie des Trois Bornes. Ça se trouve, j'y serai en mars, je sais pas. D'accord. J'ai joué en septembre là-bas. Okay. Peut-être que s'il manque quelqu'un dans Pilote, j'irai peut-être jouer dans Pilote, je sais pas. Enfin, ça, je sais pas. Donc l'impro, je sais pas, mais potentiellement, je peux être un peu partout. Ok. Voilà. D'accord. Par contre, ce que j'espère, ce que je suis en train de développer activement, c'est la programmation parisienne de la pièce Une année de réchauffement, que j'ai donc coécrite avec Timothée Ancio DE. À laquelle je joue avec Timothée, avec une comédienne qui s'appelle Marine Galland, et avec le fameux Jean-Marc Guillaume aussi, dont on a parlé tout à l'heure, qui fait des belles affiches, qui est très bon comédien, qui est en alternance avec Timothée. D'accord, de quoi ça parle? Alors, Une aide de réchauffement, c'est l'histoire de Frédéric, qui est un quadra bobo urbain complètement éco-anxieux, et qui a décidé de sauver l'avenir des enfants, tu vois, et qui du coup fait n'importe quoi. D'accord. Voilà. Donc ça parle de ça, une réchauffement. C'est une année de la vie de Frédéric et une année du coup. C'est une comédie qui est montée comme un spectacle d'impro. Donc avec la liberté des spectacles d'impro, c'est-à-dire tu vois, on n'a pas de décor, on a juste 3 chaises, on invente tout, on crée tout comme ça, parce que ça dure 1 an, donc c'est une fresque. On fait plein de rencontres. Il y a 20 personnages dans la pièce. Il y a 15 lieux différents, il y a machin, donc on fait tout vivre comme ça, comme dans une pièce d'impro, mais tout est écrit. Et on a un super créateur lumière qui s'appelle Max Moreau, qui a fait la créa lumière de Denali aussi, et qui va nous faire la création son aussi d'ailleurs. Max, puisqu'il est musicien à la base. Donc on essaie de faire voyager les gens comme ça dans cette année-là. Et donc c'est une comédie. Donc nous on prend le prisme de l'éco-anxiété, donc de faire une pièce sur, on va dire, trame de fond, le changement climatique, et de le traiter en comédie, puisque c'est souvent des histoires un peu fataliste, tu vois, ou très sombre. Nous, on a choisi un autre prisme. C'est une pièce qui fonctionne très bien. On a la chance de l'avoir jouée déjà une petite dizaine de fois, là. Elle s'est créée il y a un peu moins d'1 an, en fin 2024. Et donc là, on cherche une programmation parisienne. Donc, j'espère te dire que en mars, je serai peut-être au Bélier. C'est possible. Je serai peut-être au Funambule Montmartre. C'est possible aussi. Je serai peut-être, il faut taper une année de réchauffement sur, je serais peut-être au théâtre de 10 heures aussi. Voilà, il y a plein d'options pour l'instant. D'ici là, du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de
voilà, tu m'envoies les différentes affiches et Bah, puis je te dirai, avant ouais. que ton épisode soit diffusé, évidemment, je pourrais faire de la pub Bah, trop bien. pour tous ces spectacles. Moi, je suis, t'as touché le côté vraiment très très curieux. L'impro, j'en ai vu, mais peu, Ouais. et tu m'as vraiment donné envie. Ah, bah, trop bien. Et La du pilote, coup, tu vas te régaler déjà. Hein. Bah oui, déjà, parce que ça va me parler. Hein. Je suis un peu un fond de la Ouais. télé, donc évidemment. Mais en même temps, c'est bien, tu vas être exigeant, tu vas être un spectateur exigeant, donc c'est Ah, et intéressant. puis tu t'as pas idée. Ouais. Mais puis moi, je suis très honnête dans tout ce que je vois. J'ai la chance d'être invité par beaucoup de personnes actuellement, et je remercie publiquement tous ces gens qui pensent à moi pour ces invitations, parce que c'est un plaisir, et je leur fais un retour professionnel et aussi en tant que spectateur, ce que j'adore. Genre, arrête ta carrière, des trucs comme ça. Non, mais si je peux donner un avis d'axe d'amélioration sur peut-être un truc technique, genre, bah tiens, pense à, par exemple, je sais pas, des micro-cravates, genre, le truc, je te dis n'importe quoi, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Et ben, je vais leur dire. Après, s'ils ils le prennent, ils le prennent pas, ils en font ce qu'ils veulent. C'est un conseil, mais voilà. Après, moi, je suis quand même assez bon, comment dire, spectateur, et Bah, ce que j'espère, en tout cas, c'est que tu sortiras de pilote en te disant, Julien, il m'a raconté que des conneries, c'est écrit. mais c'est ça qui serait J'espère encore, que tu sortiras en disant ça. ouais. Et KO, dans un autre genre aussi, je pense que enfin, en tout cas, c'est très intéressant pour toi de le voir. Ouais. Et le public participe beaucoup plus dans KO parce que justement, le but, c'est de faire de l'impro en se faisant détruire par les spectateurs, enfin, en faisant détruire les scènes qu'on construit par les spectateurs. Alors, c'est deux spectacles qui se Deux jouent spectacles différents. actuellement. Ouais. KO, ça se joue au Palais des Glaces. Ouais. Pilote, ça se joue au Métropole. Alors, quand ce sera diffusé, je ne peux pas savoir si ça sera encore programmé puisque les deux programmations pour l'instant sont jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Mais bon, j'espère en tout cas que ça se jouera encore. Bah ouais, carrément. Ou peut-être dans un autre lieu. Hein. Ça se jouera peut-être, mais plus au Palais des Glaces ou au Métropole, je ne sais pas. Mais oui, il y a de fortes chances que ça se joue encore. Avec grand plaisir. Et une année de réchauffement, bah, j'espère que ça se jouera. Pour l'instant, nous, on cherche une programmation hebdo. Ouais. Donc, on est quand même facilement casable. Le spectacle dure 1 heure. C'est une création. C'est une création de l'année dernière, du coup, mais à Paris, on l'a déjà joué à Paris au Théâtre des Trois Clés pour faire 3 showcases, Ok. ce qui nous a permis en plus de vendre des dates derrière, et on a de la chance de pouvoir faire ça parce que le spectacle plaît bien, donc c'est cool pour nous et c'est comme ça qu'on a pu le créer. Ouais. Notre angle d'attaque sur cette thématique-là est assez original, donc les gens, tu vois, ça les fait rire, et puis ça les fait un peu réfléchir aussi, donc ça c'est cool. Et c'est un sujet, moi, que je porte aussi en tant que formateur, parce que je fais beaucoup d'ateliers sur le changement climatique. Voilà, je suis formateur de la fresque du climat, j'anime plusieurs ateliers comme ça, et c'était aussi ça mes sources d'inspiration. Super. Et on avait la chance, en plus, à la première de cette pièce, d'avoir dans la salle un monsieur que peut-être tu ne connais pas, mais qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Je sais pas si tu le connais, mais qui est un ingénieur et qui a une parole très très forte sur les sujets climat. D'accord. Qui était au premier rang de la première, qui est un mec que j'aurais rêvé, tu vois, tu parlais de rêve tout à l'heure, que j'aurais rêvé d'inviter pour la 100e, par exemple. Bon, en fait, il était là la première, le mec, parce qu'on a joué pour la première dans un événement qui s'appelait le Green Summit. Il a pris la parole avant nous, il est resté. Et il nous a fait un super, on a pu parler avec lui, c'était trop bien aussi. Il nous a fait un super retour sur la pièce. Donc, on met en avant son commentaire dans notre pub. Il a mis un bon mélange d'humour et de pertinence. Voilà, c'est comme ça qu'il a qualifié notre pièce. Donc pour nous, c'était génial. Et voilà, on a joué pour plein de boîtes et pour plein d'endroits. Et à Paris, donc on l'a fait en showcase. Et là, on veut le faire en régulier. Super. Et on n'est pas à l'abri que ça marche. On sait pas. Ouais, tout à fait. Eh ben écoute, ça sera le mot de la fin. Merci à toi. J'ai envie de te dire merde pour tous ces projets parce que vraiment, ils méritent d'exister. Et en tout cas, voilà, évidemment, j'en ferai de la pub. Via tout repose sur toi, Cédric, donc j'espère bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir simplement reçu dans ce très bel endroit. Je te dis à très très bientôt. Merci à toi. Salut Cédric. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Théâtreux. Si vous souhaitez participer ou tout simplement me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram les.théâtreux.podcast. Profitez-en pour commenter, noter et en parler autour de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre.